Nous sommes le 22e jour de septembre 1400, selon le calendrier de la comté, cul-de-sac, chemin du trou du Talus, Hobbitbourg, quartier ouest, la comté, terre du milieu, le tirage de ce monde. Et aujourd'hui, je viens vous présenter The One Ring, deuxième édition, par la Free League. Eh bien oui, il y a de cela plusieurs années, une compagnie que j'apprécie beaucoup, Cubicle 7, en 2011 en fait, a sorti The One Ring, qui est une adaptation très appréciée du monde de J.R.R. Tolkien. The One Wing, comme c'est un running in ring. The One Ring a attiré les joueurs avec son design tout de même assez captivant, ses règles originales et son amour évident pour le matériel original, ou du moins le matériel source, qui est l'œuvre gigantesque de Tolkien. Et lorsque la Free League a annoncé qu'une deuxième édition, plutôt qu'ils prenaient en charge la seconde édition, et c'était définitif qu'ils avaient de très grands souliers à remplir, parce que la première, elle avait fait toute qu'une répercussion, une onde de choc dans le milieu du jeu de rôle, en termes de qualité, et en termes de possibilités, et en termes de respect, justement, pour tout ce qui entoure le Seigneur des Anneaux, et bien sûr le monde élargi de Tolkien. Mais est-ce que c'est un des premiers jeux du Seigneur des Anneaux? Eh bien non, parce qu'avant toute chose, il y a eu en 1984 jeu de rôle de la Terre du Milieu de Aaron Cron Enterprise. Il y a eu la traduction française chez Hexagonal en 86, il me semble. En 2002, il y a eu le jeu de rôle du Seigneur des Anneaux par Decipher, où encore une fois Hexagonal s'est occupé de la traduction. En 2011, bien sûr, l'Anneau unique, comme on le connaît de Cubicle 7. Et finalement, en 2016, il y a eu Adventure in Middle-earth de Cubicle 7, qui reprenait exactement un peu la même chose que leur première mouture, mais cette fois-ci, avec les règles de la 5e édition. Et ça a été très populaire parce que, eh bien, 5e édition, tout simplement. Mais finalement, coup de théâtre, Cubicle 7 perd les droits de la licence au profit de la Free League, qui relance le projet et qui finira par aboutir en campagne de ce sous-financement. Aujourd'hui, en 2022, nous recevons la deuxième édition d'un merveilleux jeu qui s'inspire de l'univers qui a façonné non seulement l'imaginaire de plusieurs générations, mais également le concept même de la fantasy comme on se l'est imaginé durant de nombreuses années. C'est quelque chose de monumental, j'avais très hâte de vous en parler parce que One Ring, pour ceux qui l'ont vu, est dans mon top 20 de mes jeux préférés à vie. Il est même, je ne me trompe pas, dans les 10 premiers. C'est un jeu qui, pour plusieurs raisons, réussit à tirer son épingle du jeu en proposant, oui, du fantasy, dans un monde où il y a tellement de fantasy, tellement de jeux de fantasy, mais justement, qui permet de vraiment nous donner le ressenti, l'impression qu'on joue dans la terre du milieu. Comme je l'ai dit, bien que nous sommes dans la fantasy, nous sommes très loin de l'ambiance, des thématiques, et même de ce que nous voyons être véhiculé dans les jeux qui partagent le même genre. On parle par exemple de Warhammer, D&D, Pathfinder. Ce sont tous des jeux qui mettent de l'emphase sur des gens en armure quand même, qui se tapent d'en face, on se le cachera pas, même si pour certains c'est amplement suffisant, et je respecte absolument ça, pour moi aussi ce l'est. Pourtant, on prend le temps d'explorer un peu plus en profondeur chacun de ces jeux, et on y découvre des spécificités qui sont orientées vers des expériences précises. Pathfinder, par exemple, a un système qui propose quelque chose de très stratégique. Warhammer, de par son univers et ses mécaniques, offre une mise en place violente, dangereuse, viscérale, très sombre. Et D&D, de par sa notoriété, ses suppléments non officiels et sa communauté bourrée à rebord, est un peu le fourre-tout qui permet d'émuler un peu ce qu'on veut, comme on veut, en insérant là et ici des règles optionnelles et du stock en provenance d'un peu partout, et ça dérange pas grand monde, et ça en fait aussi justement sa richesse en quelque sorte. Mais là, on est dans quelque chose d'autre. On est dans One Ring, qui est un jeu qui veut préciser le genre de Tolkien. C'est-à-dire vraiment émuler ce que nous avons en tête, l'image du Seigneur des Anneaux, de cette ambiance qui en ressort, de ces thèmes qui sont abordés. On parle par exemple justement du concept du voyage. On parle par exemple du concept de... je dirais par exemple les relations entre les gens, les contes, les histoires, les secrets, et bien sûr aussi la corruption,
qui est un thème qui demeure aussi très utilisé dans Warhammer, par exemple, eh bien, dans One Ring, il demeure tout de même important parce que c'est la corruption de l'être, c'est la corruption de l'homme face au mal, face au Mordor, qui, tranquillement, pas vite, installe ses tentacules à gauche et à droite en tentant de vouloir corrompre le cœur de ceux qui sont en place sur les trônes. Et parce que, bien oui, The One Ring propose en fait un setting précis, propose une mise en place précise, alors que on pourrait se dire, OK, Seigneur des Anneaux, tout, eh bien non. One Ring propose à la base, c'est à vous de voir ce que vous faites avec ça après, propose à la base de émuler des aventures se déroulant dans le Troisième Âge, après le Hobbit, mais avant le Seigneur des Anneaux. Donc cette espèce de zone un peu grise là, où il peut se passer plusieurs choses. Bilbon est de retour dans la comté, tranquillos, fait ses choses, il vit sa vie de hobbit, fumant sa pipe, faisant pousser du pain puis au levain, j'imagine, et bref, s'occupant de ses propres affaires après avoir vécu tout de même une aventure, ma foi, assez titanesque dans les monts de fer avec ses compagnons nains ainsi que Gandalf. Et vous émulez, vous vivez des aventures un peu partout dans cette zone plus au nord de la Terre du Milieu, cette espèce d'endroit à partir de justement de la comté, Bray, les monts brumeux. On continue ensuite l'espèce de grande plaine, la forêt et finalement aussi la forêt des elfes. Et finalement les monts de fer avec la ville de Dale et bien sûr les hommes qui s'y trouvent. Fait que c'est surtout cette région-là qui est explorée, bien que dans la première édition de l'Anneau unique, il y a eu des suppléments qui ont été proposés et qui offraient on va dire je vais dire le terme en anglais, mais d'étirer, de grossir en quelque sorte le terrain de jeu en offrant la possibilité de jouer par exemple un chevalier, pas un chevalier mais plutôt un cavalier du Rohan et même un homme du Gondor par exemple. C'était très intéressant. Pour vrai, j'ai beaucoup aimé le supplément sur les Rohirrim. J'espère que la seconde édition va aller explorer un peu aussi ce petit quelque chose de plus. Reste à voir. On est encore au balbutiement du début du projet, même si présentement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties déjà du jeu, de la nouvelle gamme. J'ai reçu comme le paquet et j'ai fait genre « Oh shit! Il y a du stock! » Mais outre cela, outre cette espèce d'ambiance-là, vous pouvez vous faire une idée en tête. Vous êtes capable de vous faire vous-même justement cette conception de qu'est-ce que vous considérez comme étant le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, Tolkien, à votre sauce. Qu'est-ce qu'il en vient aussi à se dire, est-ce que ce jeu-là vaut la peine au-delà de cette thématique? Eh bien, on va explorer ainsi le système ensemble. Côté système, les joueurs, bien sûr, incarnent les bonnes personnes de la Terre du Milieu, donc des hommes, des nains, des elfes, des hobbits, tandis que le maître de jeu, qu'on appelle dans cette gamme-là de Lore Master, ou peut-être en français, nous pourrions traduire cela par le maître du savoir, contrôle, bien sûr, les personnages non joueurs ainsi que les forces du mal. Les sessions du jeu sont séparées entre deux phases principales. On parle de la phase d'aventure et de la phase de la communauté. La phase d'aventure est la section du jeu traditionnelle, donc avec des combats, l'exploration, la narrativité, des échanges, le côté vraiment plus jeu de rôle qui est défini par les relations qu'on va faire entre les PNJ, les personnages joueurs. Et il y a la phase de communauté qui permet aux joueurs de raconter un peu ce que font leurs personnages pendant les temps morts, entre les aventures. Comment est-ce qu'ils se détendent, comment est-ce qu'ils réussissent à gagner un peu leur pain quotidien parce que il y a la possibilité à partir de là de, en quelque sorte, se trouver une occupation, de même avoir une entreprise, entre autres, et de ainsi vivre un peu de sa vie de bonnes gens en dehors du contexte de l'aventure, parce que, bien sûr, il y a ça dans le Seigneur des Anneaux, il y a cette espèce de thématique-là de personnes qui part un peu, pas nécessairement contre son gré, mais contre ses habitudes, dans une aventure qui va dépasser ses attentes et ses propres limites. Donc, il y a cette facette-là à explorer, qui est la facette de vouloir se dire « Hey, entre le moment où est-ce que genre je tapoche des orques et où je tue des gobelins à coups de flèche, qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que j'ai une famille? Est-ce que je fais pousser du blé? Est-ce que j'ai une entreprise pour traverser, dans le fond, traverser les gens entre les rivières avec des petits bateaux? Ou est-ce que plutôt je suis quelqu'un qui va s'approcher d'un conseil précis de grands maîtres elfiques pour leur prodiguer des conseils ou autre chose? Bref. Autant de possibilités qu'il y a de types de personnages qu'on peut incarner. C'est quelque chose qui était aussi très présent dans la première édition, qui a été
on va dire, grossi avec le temps avec des suppléments maison, ou même quelques nouvelles utilités officielles, quelques nouvelles occupations officielles qu'on pouvait faire durant les phases de communauté. Bref, c'est, on va dire, les deux grands segments du jeu. Côté vraiment système, côté jet de dés, les jets qui font en sorte que nous sommes dans la partie plus traditionnelle du jeu, où est-ce que nous devons savoir si la résolution du jet fait en sorte que nous accomplissons ce que nous voulons entreprendre, eh bien, le système du jeu de l'anneau unique utilise un paquet de D6 ainsi qu'un D12, ou plusieurs D12 selon la situation, selon bien sûr les différentes spécificités. Je ne vais pas rentrer dans les détails pointus du système de règles, mais seulement pour vous donner une image globale de comment est-ce que ça fonctionne. Lorsque vous voulez faire un jet, admettons, vous voulez raconter quelque chose autour d'un feu et que vous avez une compétence, on va dire en chant ou quelque chose comme ça, je ne pourrais pas vraiment le dire. Là. Vous avez par exemple une compétence en chant et vous avez, on va dire, 3 en chant. Et le niveau de difficulté va être de 12. Et bien à ce moment-là, vous lancez le D12, ainsi que les 3 D6, et vous devez dépasser le seuil, dans le fond, qui était de 12 pour accomplir ce que vous voulez. Là, vous vous dites, mais à quoi sert le D12 dans cette situation-ci? Le D12, en fait, il est toujours présent, majoritairement parlant, et il est un espèce de joker, en quelque sorte, qui fait en sorte que vous avez de l'influence sur votre réussite. Sur le D12, c'est un peu l'équivalent, on va dire, du D20 à Donjon Dragon, et sur une des facettes du D12, il y a l'œil de Sauron, alors que sur l'autre, il y a une rune. Je pense que c'est la rune de Gandalf, mais je suis vraiment pas sûr. Excusez-moi pour les fans finis, je suis vraiment pas sûr. Il y en a une des deux qui équivaut à 12, l'autre équivaut à 1, et une des deux équivaut à une réussite, on va dire, exceptionnelle, avec des effets supplémentaires, alors que l'autre définit plutôt que l'œil du mal plane sur vos têtes. Et ainsi, il y a différentes manières d'influencer le jeu en utilisant ce dé particulier qui est en quelque sorte une spécificité assez unique du Seigneur des Anneaux, puisque ça fait en sorte que vous avez quand même 2 chances sur 12 qu'il se passe quelque chose, ce qui est quand même pas mal en termes on va dire de pourcentage de chance, mais tout de même, je trouve que ça a fait vraiment son charme et il y a plusieurs manières d'exploiter on va dire, le fameux D12, selon votre personnage, selon votre objectif, ce que vous voulez faire, aussi votre côté un peu plus corruptible, parce que bien sûr, chaque individu, dans la création de personnage, il y a un petit côté en lui qui fait en sorte qu'il peut être plus facilement en danger face à la corruption du Seigneur Noir. Mais là, maintenant que vous savez comment fonctionne le jeu, du moins en partie, plusieurs choses à prendre en considération sur votre feuille de personnage, on s'entend. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que je peux jouer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux incarner dans un jeu de l'anneau unique. Bien sûr, je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il y a de nombreuses choses que vous pouvez jouer. Entre autres, vous pouvez jouer un barding, qui sont en fait les hommes du Nord qui vivent non loin de Misty Mountain. Vous pouvez jouer un nain de Durin. Vous pouvez jouer un elfe de la forêt sombre. Vous pouvez jouer un hobbit, bien sûr, de la comté, un homme de Bray, qui est le petit village non loin de la comté, et vous pouvez jouer également un rôdeur du Nord, et il y a des suppléments qui permettent d'incarner, qui est déjà accessible, qui vous permettent de jouer, en fait, les hauts elfes de Rivendell, qui sont assez forts, merci, je ne le cacherai pas. Il y a dans la première version du jeu, vous pouviez également jouer un homme de Dale. Je ne sais pas si présentement c'est offert. Je ne penserais pas, mais ça devrait venir d'après moi. Il y avait une possibilité d'incarner ainsi ces différentes espèces d'hommes, d'humains qui vivent un peu partout dans la Terre du Milieu. Et je trouvais ça intéressant parce que ça apportait une certaine différence. Votre regroupement d'aventuriers pouvait être dans le fond, uniquement constitué d'humains, mais tout de même, chacun d'eux avait un rôle différent, chacun d'eux avait une origine différente, ainsi que donc des talents différents, ce qui leur donnait leur petite particularité, ce qui les rendait quand même bien assez uniques. Une fois que vous avez votre regroupement de joueurs, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre en termes d'aventure dans le Seigneur des Anneaux? Eh bien là, rendu là, c'est à vous qui regarde, c'est vous que ça regarde, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf qu'il y a quelque chose que je trouve très intéressant de mentionner et qui était aussi très présent lors de la première édition, c'est que le système de jeu a un système de déplacement qui vous permet de pouvoir vous déplacer entre, par exemple, la comté et le Mordor. Chaque membre du groupe choisit un rôle au sein
au sein de l'équipe pour le voyage, comme par exemple guide, chasseur, guetteur ou autre. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez, il y a des jets à faire, vous sélectionnez en fait justement le rôle qui vous convient, et selon ce que vous faites dans l'équipe, eh bien, vous avez un jet différent à faire contrairement aux autres, un différent jet qui va demander encore une fois les fameux D6 avec les D12, et afin de savoir si vous êtes capable d'accomplir le rôle que vous vous êtes fait attribuer. Donc, est-ce que vous êtes la personne qui va partir un peu en avant pour pouvoir aller voir s'il y a des ennemis un peu plus loin? Est-ce que vous êtes la personne qui va s'occuper à ramasser de la nourriture? Et tout ça va créer des effets sur le long terme, va causer de la fatigue, va causer le fait que le trajet peut être beaucoup plus long, ou même, encore pire, pourrait causer des effets très néfastes, comme tomber dans un piège de gobelins, ou même peut-être tomber sur des trolls la nuit. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se dérouler. C'est un côté qui est très, très, très important du Seigneur des Anneaux, plutôt de l'anneau unique, qui a été aussi mis de l'avant dans la première édition, c'est-à-dire que le voyage est aussi important, sinon plus important, que la raison qui nous mène à la destination. Le voyage fait partie de l'aventure, donc souvent, on prend par exemple des ND5, on va souvent faire « Ah mon Dieu, tu sais, les random encounters entre les moments de 2 moments, entre l'aventure puis le début, c'est un peu plate. » Eh bien, dans le Seigneur des Anneaux, c'est dans l'anneau unique, j'arrête pas de dire le Seigneur des Anneaux, mais c'est parce que je suis comme habitué. Dans l'anneau unique, c'est excessivement important. Ça fait partie de la richesse, de la beauté du jeu, parce que tout au long de cette marche-là, tout au long de cette promenade-là, en quelque sorte, entre les monts brumeux et la forêt noire, eh bien, vous allez vivre des choses, vous allez, on va dire, créer des liens entre vos personnages, développer des relations, en apprendre plus sur vous, en apprendre plus sur les autres, et ainsi, on dirait, en quelque sorte, ça va constituer l'aventure en soi. Je me rappelle qu'il y avait des aventures qui étaient proposées dans un livre de la première édition qui faisait en sorte que vous deviez apporter un marchand ainsi que son fils et leur faire traverser la forêt noire. Et c'était ça l'aventure, mais c'était tellement bon et tellement mémorable. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des belles choses à aller chercher là. Je trouve que tout ce qui entoure le déplacement ainsi que l'exploration dans l'anneau unique font en sorte que ce jeu-là réussit vraiment à se différencier de beaucoup d'autres jeux. Et c'était quelque chose que je craignais énormément avec le changement d'édition. On s'entend, il y a tout le temps un petit risque. Sauf que même si je n'ai pas beaucoup parlé des règles de la première édition présentement dans cette vidéo, n'empêche que oui, ce n'est pas pareil. Ça a été dilué un peu. Il y a des choses qui ont été simplifiées dans cette édition-ci. Sauf qu'ils ont vraiment gardé le cœur de ce qui était important en termes de voyage, et pour ça, je trouve que c'est super, super cool, et ça réussit encore une fois à démontrer à quel point ce jeu-là est fort dans sa thématique et dans son ambiance pour pouvoir refléter, on va dire, ce que George... Je ne sais pas sur son nom, c'est John Ronald Reuel Tolkien nous démontrait au travers de ses écrits, et même aussi ce que les films nous ont montré. Il en demeure que je suis un enfant qui a été carburé au Seigneur des Anneaux quand j'étais kid. Tout simplement pour dire donc que c'est quelque chose de très, très important qui est souvent ignoré dans l'expérience du jeu de rôle, l'espèce de phase qu'on appelle « the journey », le voyage. Alors que dans ce livre, dans cette gamme-là, ça en demeure un aspect important et primordial. Combat. Côté combat, parce que oui, le Seigneur des Anneaux ou l'anneau unique n'est pas seulement que de l'exploration ou de l'aventure pour aller porter une lettre chez sa mamie. Il y a bien sûr tout ce qui entoure le combat, le fight, les blessures et autres. One Ring est conçu pour jouer sans figurines à la base, mais vous pouvez utiliser quand même des figurines, puis un tapis ou un écran, peu importe ce que vous voulez, sauf que le jeu à la base n'utilise pas de figurines, et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque le combat commence, donc vous êtes 2 groupes, vous décidez en fait, vous avez la possibilité d'utiliser une arme à distance, comme un arc ou autre, avant de pouvoir tomber dans la mêlée. L'espèce de passe où que Legolas tire 8 flèches en même temps, puis il descend 12 olifants. Eh bien, c'est ce moment-là, avant de finalement tomber au corps à corps, puis de faire des flips avec ses couteaux. Lorsque vous êtes dans la mêlée, vous pouvez, chaque personnage en fait sélectionne une des 4 positions qui est possible d'avoir dans un combat. Et là, c'est un autre aspect. Quand j'ai commencé à jouer à One Ring la première fois, j'avais jamais joué à un jeu qui utilisait ce type de mécanique-là. C'est dans le fond,
Au lieu d'avoir justement une map, au lieu d'avoir comme un endroit où vous vous déplacez, puis vous êtes comme, OK, ben, je suis à 4 cases de l'ennemi, c'est des segments plutôt, on va dire, des positions de combat en quelque sorte. Soit que vous êtes, dans le fond, en avant, vraiment complètement en avant, soit que vous êtes un peu en arrière, un peu ouvert, en combat ouvert, soit que vous êtes sur la défensive, ou est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir attendre que l'ennemi approche de vous, ou soit vous êtes complètement en arrière. Et là, le jeu vient avec cette petite chose très cool, qui sont une espèce de petite carte, que je vous montre ici. Oups, je l'approche, mais ça se peut que ça ne zoome pas. Où est-ce que vous voyez, dans le fond, les différentes positions qui vous sont offertes, et ainsi, vous pouvez décider, comme flipper la carte, et faire, ben maintenant, je suis rendu en open. Ou maintenant, je suis rendu en rearward, c'était le mot que je voulais pas dire. Et défensive ou autre. Et chacune de ces positions-là vous offre, vous, bien sûr, la possibilité d'attaquer, de combat ou autre chose, mais vous offre également des choses qui sont spécifiques à la position où vous êtes. Comme par exemple, si vous êtes complètement en avant, eh bien, vous pouvez vous attaquer avec plus 1 dé. Parce que lorsque vous attaquez, c'est la même chose que lorsque vous vouliez rencontrer une chanson tout à l'heure. Si vous lancez un paquet de dés associé à votre skill de combat, votre compétence de combat, plus le D12, et vous devez lancer et ainsi dépasser un certain niveau de difficulté. Mais là, puisque vous êtes complètement en avant, vous pouvez décider d'attaquer avec un dé de plus. Donc ainsi, vous êtes comme en furie. Là. C'est genre le moment où... je sais pas, là, c'est le moment où Aragorn, il fonce dans le tas vraiment à la toute fin du 3e film, là, quand il fait comme pour Frodon, puis il se met à courir, puis il rentre dans le tas des orques. Là. Ça, c'est le moment où est-ce qu'il y a plus 1 dé à son attaque, mais ça fait en sorte que les personnes qui vous attaquent, vous, ont également plus 1 dé, parce que, c'est comme un peu plus touché. Mais vous avez également ce qu'on appelle un combat task, qui est en fait justement une action qui est unique à la position où est-ce que vous êtes. Eh bien, dans le cas de Aragorn qui fonce et qui est en forward, eh bien, il peut, entre autres, je l'ai ici devant moi, intimidate foe. Il peut ainsi, dans le fond, faire une attaque, pas une attaque, mais une action qui va faire en sorte que les ennemis vont être intimidés, qui vont perdre du moral, qui vont peut-être fuir devant lui parce qu'il est complètement comme en furie, à la recherche de vouloir venger la mort de Frodon, qui finalement n'est pas mort. Et chaque autre position possède également ces petites choses de plus, comme par exemple aider un compagnon, c'est-à-dire l'aider dans sa tâche. Sauf que vous voyez que quand vous êtes en open, ça veut dire pas nécessairement complètement en avant, mais un peu en arrière. Il n'y a pas d'avantage ou désavantage d'être là. C'est comme l'espèce de position par défaut, mais vous pouvez aider vos compagnons, autant celui qui est comme vraiment dans la mêlée devant, autant ceux qui sont plus à la défensive en arrière, et ceux qui sont vraiment complètement en arrière. La dernière position, c'est les seuls qui peuvent attaquer avec une arme à distance. Donc, chaque personne choisit sa position, et ainsi a les bonus appropriés. C'est vraiment comme ça que le jeu veut démontrer le combat au lieu d'utiliser une map tactique et de se dire, OK, mais moi je vais là, je vais là, je vais là. Les ennemis en soi n'ont pas à décider non plus de leur position. Ils sont comme tout le temps juste là, en bunch. Il y en a qui attaquent à distance, il y en a qui attaquent au corps à corps. C'est vraiment vous en soi, seulement les personnages joueurs, qui ont à décider leur endroit à quel endroit est-ce qu'ils veulent être lorsque la mêlée finalement commence à prendre. Et cette petite carte, j'ai remarqué parce que j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure, mais il y a également aussi justement les positions. Lorsque vous partez en voyage, est-ce que vous êtes un guide? Est-ce que vous êtes un lookout? Est-ce que vous êtes un scout? Et là, ça vous donne également les différents jets que vous pouvez faire selon, on va dire, votre rôle au sein de votre groupe. Dans le Seigneur des Anneaux, dans l'anneau unique, il y a l'endurance qui est votre capacité à vous défendre, votre courage, vraiment votre résistance en soi. Et ce n'est pas vu comme étant des blessures, dans le sens plus vous perdez de l'endurance, plus vous êtes blessé, mais c'est plutôt plus vous perdez de l'endurance, plus vous êtes fatigué. Et lorsque vous commencez à être fatigué, eh bien là, il y a de bonnes chances que vous soyez blessé. Puis là, il y a une mécanique justement de blessure qui embarque lorsque vous recevez une blessure, ce qui fait en sorte que c'est là que vous avez des risques de mourir. C'est intéressant parce qu'il y a des créatures, parfois il y a des monstres qui peuvent vous blesser sans nécessairement que ceux-ci aient, par exemple, vous êtes complètement réduit votre endurance en 0. Il y a des monstres qui sont particulièrement forts, qui ont des capacités magiques ou autre chose comme ça, qui font en sorte qu'ils peuvent vous donner des blessures. Et à chaque fois que vous êtes blessé, vous pouvez mourir, vous devez lancer un jet, et dans le fond, le fameux D12. Et c'est possible que vous tombiez et que vous mouriez, parce que c'est pas parce que vous êtes blessé que vous êtes nécessairement à terre. C'est genre le moment où, justement,
à Boromir. OK, je cherche mes exemples. Boromir, à la fin du premier film, par exemple, où il se mange une première flèche du Uruk-hai, puis il continue à se battre, il est blessé. Une deuxième flèche du Uruk-hai, il est encore blessé, mais il est encore vivant. Et tranquillement, mais il va finir par manger tellement de flèches qu'il va éventuellement mourir de ses blessures. Eh bien, c'est ça qui peut arriver vraiment dans, on va dire, dans l'anneau unique. C'est comme ça que vous finissez par crever, c'est en ayant, dans le fond, des blessures. Mais pas que. Il n'y a pas juste ça qui fait en sorte que votre personnage peut être mis hors d'état de nuire. Il y a aussi, bien sûr, la corruption de son âme. Il y a une autre mécanique qui prend en considération, dans le fond, votre capacité à être... à vous faire corrompre par le mal. Chaque personne a un peu son espèce de point faible qui peut être mis de l'avant au courant de la partie et que des éléments narratifs qui peuvent être déclenchés par un mauvais jet ou par autre chose vont faire en sorte que la personne, qu'elle soit un humain ou un nain, peut tout soudainement avoir un besoin de possession ou un besoin d'accumulation de connaissances à un point que ça devient maladif et ça peut mener éventuellement à la perte d'un personnage si jamais ça devient trop intense et si vous devenez trop souvent corrompu par le mal, par le Seigneur Noir et par ses sbires. Bien sûr, les hobbits sont plus résistants à ce type de corruption parce que ce sont des hobbits. Chaque arme a, dans le fond, des petits trucs, des petites spécificités. Il y a bien sûr la possibilité d'avoir des armes magiques, des choses un peu particulières, mais on s'entend, ce n'est pas D&D, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau unique, donc attendez-vous pas à avoir une épée qui crache le laser pendant que vous volez sur un Pégase volant qui vomit de la bouffe mangeable de sa bouche. C'est vraiment... Tout est plus dans la subtilité, tout est plus dans le « Oh, ok, j'ai trouvé une épée qui brille, s'il y a un orc qui passe pas loin. » C'est vraiment, vraiment cool et vraiment le truc le plus intense que je vais trouver durant ce voyage-ci. Fait que pour ça, attendez-vous pas à ce que ça soit trop over the top high fantasy à ce niveau-là. Donc au final, je n'ai pas passé absolument toutes les règles. Il y a plein de choses à prendre en considération, autant du côté des ennemis que du côté des joueurs, côté les différentes caractéristiques, côté même une pool de dés que vous avez en tant que joueur que vous pouvez utiliser afin de pouvoir vous encourager entre vous. Et bien sûr, les différentes capacités des ennemis qui fonctionnent, je dirais, de manière... ce n'est pas symétrique, c'est de la... J'oublie le terme, de l'asymétrie, merci. Il y a une certaine asymétrie entre le fonctionnement de comment est-ce que les monstres fonctionnent et comment est-ce que les personnages fonctionnent. Une chance, parce que sinon, ça serait un peu compliqué à gérer. Mais c'était vraiment un survol des règles que je voulais vous faire là, afin de peut-être teaser, peut-être intéresser, plutôt lever votre intérêt. J'imagine peut-être que ma collègue Kim va faire une vidéo explicative sur les règles plus en profondeur un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, c'est ce que je voulais vous montrer. Côté visuel, côté visuel, pour vrai, là, il y a un nom à se rappeler. Monsieur Martin Grip. Martin Grip, qui est également lui qui a fait des illustrations pour le jeu de Alien RPG ou de Sinbarum. Vous savez exactement de quoi je parle. Je parle d'exemple, mettons que je vous ouvre le DM Screen. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Je suis désolé pour ceux qui ne le verront pas, dans le fond, seulement en audio, mais vous pouvez avoir une petite idée du visuel qui est proposé par Martin Grip. Il propose ainsi plusieurs grandes illustrations qui vont ainsi, on va dire, tapisser les livres de base, même la couverture du livre principal, le starter set, des cartes et autre chose. J'apprécie beaucoup l'œuvre de M. Grip. J'aime énormément ce qu'il fait. Sauf que je mettrais quand même mon petit bémol juste pour dire que je trouve ça peut-être un peu sombre pour le Seigneur des Anneaux. On dirait que je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus, pas nécessairement coloré, mais un peu plus comme jour, voyage, plaisance, le fun, des visages éclairés. Mais je ne nie pas du tout ses qualités en termes d'illustration. C'est vraiment de toute beauté. Et à l'intérieur du livre, eh bien, il y a d'autres illustrations qui ne sont pas faites par M. Grip et qui sont vraiment d'un type, je dirais plus... un peu comme un livre de contes, vraiment dessiné en reliure, seulement les contours qui représentent même un peu des dessins qui sont moins précis dans leur entour, alors que plus on s'approche vers le centre du dessin, plus les détails sont présents. C'est vraiment super beau, en noir et blanc, bien léché. Je dirais que, encore une fois,
Encore une fois, Free League nous offre une qualité autant visuelle que textuelle, parce que même les pages, on dirait comme des pages de manuscrits un peu rugueuses, c'est tout à fait mémorable, c'est tout à fait honorable de leur part, et je ne peux que applaudir encore une fois tout ce qui est offert visuellement pour ce jeu, bien que j'apprécie beaucoup aussi la première édition de l'Anneau Unique pour ce niveau-là. Et finalement, qu'est-ce que je pense du Seigneur des Anneaux? Qu'est-ce que je pense? J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Hey, ça va me rester. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que je pense de l'Anneau Unique? L'Anneau Unique est une riche expérience. Pour vrai, c'est une riche expérience de jeu de rôle fantastique pour les fans, on va dire, de ce genre-là, qui va tout également offrir une nouvelle opportunité aux nouveaux venus. Je pense que la deuxième édition du jeu conserve ce qui fait que la première édition était autant un succès, et il va proposer quelques petits changements de gameplay qui vont offrir peut-être une expérience un peu moins rugueuse. Il y a quelques petites facilités qui ont été incluses, quelques petits changements mécaniques qui ont été insérés ici et là, mais je ne considère pas que c'est majeur ou que ça vient complètement débalancer l'expérience que la première édition pouvait m'offrir. Je pense que ceux qui sont déjà fans du jeu vont tout autant l'apprécier. Ceux qui ne le connaissaient pas vont le découvrir. Ils vont peut-être être un peu, je dirais peut-être un peu chamboulés au premier temps parce qu'on est très très loin, je vous le dis. On est super loin de D&D par exemple. Je sais que pour plusieurs, le Seigneur des Anneaux va être en quelque sorte l'espèce de cœur qui a mené finalement au plaisir de jouer à Donjons & Dragons, mais on est très 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 loin de ce que D&D propose. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose, c'est juste différent. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous accroche le plus. Mais l'Anneau Unique offre une expérience de jeu qui va être beaucoup plus proche, mon humble avis, de ce que Tolkien laissait transparaître dans ses écrits et ce que les films aussi nous ont laissé transparaître. C'est-à-dire quelque chose qui met de l'avant l'échange entre les personnages, le voyage beaucoup, oui, les combats, mais beaucoup le voyage, l'apprentissage sur soi, l'apprentissage sur les autres, et d'espérer à accomplir des hauts faits tout en étant quelqu'un de très normal. Et sur ça, c'est vraiment, vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Je suis très, très content de voir cette gamme-là renaître et d'ainsi peut-être proposer de nouvelles choses. Il y a quelque chose que je veux vraiment mentionner, bien que ça n'a pas directement un lien avec ma critique du jeu, c'est que, pour vrai, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur un exemplaire d'une des campagnes de la première édition, ou du moins jusqu'à ce que la deuxième édition sorte plus de matériel, allez voir ça pour vous inspirer pour des scénarios. Parce que lorsque j'ai commencé à jouer à l'Anneau Unique, ça faisait partie des choses qui me stressaient un peu. C'était comment est-ce que je vais pouvoir émuler une aventure vraiment qui va avoir un mood très Tolkienesque, qui va avoir une ambiance très Tolkienesque, sans nécessairement tomber dans les habitudes on va dire, de Donjons & Dragons, avec genre des sorts, puis des monstres, puis des donjons et tout ça. Et je trouvais ça stressant, ça m'inquiétait beaucoup, puis j'étais comme, ah non, ça sera pas Tolkien. Et effectivement, c'est comme difficile de se dire, on peut pas faire Tolkien c'est Tolkien, sauf que il y a des modules, il y a des aventures qui sont proposées de la première édition, qui pour vrai, là, fait partie des meilleures campagnes que j'ai jouées de toute ma vie. Je mettrai le lien, s'il y en a qui sont intéressés, je mettrai le lien dans la vidéo en dessous pour que vous puissiez aller voir, parce que si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, là, c'est une campagne en soi qui se déroule sur plusieurs années. En fait, peut-être même plus qu'1 an, ça fait longtemps que je jouais à ça. Et chaque scénario se déroule durant un moment de l'année, et ça peut être joué séparément, comme des scénarios indépendants, comme ça peut être joué sur une campagne à long terme qui mène à un affrontement final. Et pour vrai, chaque scénario a son style, chaque scénario a une approche, une thématique, une ambiance différente, mais ils vont tous avoir le petit quelque chose qui va vous donner vraiment l'impression de vivre une aventure digne du Seigneur des Anneaux. Aussi simple que ça. Donc, l'Anneau Unique, écoutez, j'ai rien d'autre à dire, je suis vraiment complètement vendu, mais il est disponible présentement sur la boutique de Free League. Il est disponible également si vous êtes au Québec, à l'Imaginaire, entre autres choses. Vous pouvez vous acheter le Starter Set qui est comme une espèce de kit d'initiation qui vous permet d'avoir comme des fiches des personnages. Il y a comme 5 personnages Hobbit que vous pouvez jouer avec une aventure d'introduction qui est très cool aussi. Les paquets de dés viennent aussi avec si vous achetez le Starter Set. Il y a le livre de base, il y a l'écran aussi qui est proposé. C'est vraiment un super package deal à avoir chez soi. C'est un jeu de rôle qui, je pense, va pouvoir être très mémorable pour les années à venir et qui va vous permettre de vivre des aventures incroyables.
Donc merci, hey, pour vrai, ça a été une très longue vidéo contrairement à d'autres. Je vous encourage fortement, si vous avez apprécié, à liker, commenter, partager, de laisser un petit pouce vers le haut. Et sur ce, mes chers amis, on se dit à la prochaine fois.